on traverse vraiment une période complètement folle, hein, avec des interprétations complètement absurdes ou fantasmagoriques ou fantasmées de pratiquement tout ce qui se passe dans le monde. Depuis 2019, il faut dire que les clivages deviennent de plus en plus forts, hein. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, incendie de Notre-Dame, Covid, élections américaines, crise avec la Russie, opération spéciale en Ukraine, Gaza, le climat, énormément de choses, hein. Pendant cette période également, Géorgie, Arménie, tension à Taïwan, dette, il y avait eu bien sûr aussi les gilets jaunes, les suspendus. Enfin, bref, vraiment quelque chose de fou et le clivage a augmenté. On arrive à un point d'ailleurs où pratiquement pour trouver quelqu'un qui partage les opinions de quelqu'un d'autre sur tous les sujets, c'est pratiquement gagné au loto. Alors si en plus on cherche des personnes qui ne sont pas vaccinées, alors là c'est absolument quasiment impossible d'avoir tout à la fois. Et évidemment, le diable se marre, puisqu'en fait il joue sur ces divisions, sur cette incapacité de se rassembler et surtout le besoin de beaucoup de monde de rêver, de fantasmer que ce qui se passe n'est pas ce qu'il croit. Bon, toujours est-il que ça je le développe dans ma dernière lettre, ma récente lettre sur Substack, que je vous invite à découvrir. Contactez-moi à Bertrand@55betchasse si vous voulez en savoir plus, si vous ne savez pas comment aller sur les lettres, Bertrand@55betchasse.com, Bertrand@55be2le-cha2se.com. Sinon, vous pouvez me contacter à cette même adresse pour échanger à propos de miel. Et en attendant, voilà une interview réalisée par le média Spoutnik Afrique, puisqu'il y avait il y a quelques jours le sommet de Saint-Pétersbourg et qui a été un grand succès. Et donc j'avais été interviewé dans ce cadre par cette radio et cet acteur internet important. Voilà, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et je vous dis à très bientôt et surtout j'insiste, découvrez ma lettre Substack, je sais que j'en parle, je sais qu'il y a encore beaucoup d'entre vous qui hésitent, qui ne franchissent pas le pas. Eh bien, franchissez ce pas. Si vous avez envie au début d'avoir la gratuité, contactez-moi, je vous la donnerai volontiers. Si même après y avoir pris goût, vous n'avez pas les moyens de vous abonner, parce que pour moi ça correspond à un travail vraiment considérable, hein. J'y passe quasiment 15 heures par jour, tous les jours. C'est comme quelque chose que je ne peux plus m'arrêter de faire maintenant. J'écris, j'analyse, puisque j'ai vraiment du mal à supporter le marécage que devient de plus en plus X, que deviennent de plus en plus tous les réseaux sociaux, ces lieux de confusion, ces lieux de marchands du temple. Vous savez, ça fait longtemps que j'en parle, mais là ça a vraiment atteint un paroxysme. On arrive à des situations aussi délirantes que des gens que jusqu'à présent je prenais un petit peu pour sérieux me disent qu'en réalité c'est l'Iran qui a totalement gagné cette séquence avec Israël et les États-Unis. Et là franchement je sais même plus, il n'y a rien à dire quand le niveau est à ce point-là, c'est déraisonnable, voilà. Et tout le monde tombe dans les pièges et ça fonctionne très bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Encore une fois, Bertrand@55betchasse.com, Bertrand@55betchasse.com. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au micro de Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler est revenu sur les déclarations clés du président russe. L'économie russe progresse de 4% chaque année selon le président russe, malgré les difficultés liées, comme on le sait tous, aux sanctions. Comment est-ce que vous analysez ce résultat économique qui est quand même, il faut le dire, surprenant dans le contexte que l'on connaît ? Alors, le premier point, c'est que la Russie est préparée aux sanctions depuis longtemps.
C'est-à-dire, elle a eu toute une série de vagues de sanctions, les plus lourdes dans le passé, c'était en 2014, au moment de Maïdan, quand la Crimée a décidé de se rattacher à la Russie. Il y a eu des premières sanctions importantes contre la Russie. Et à ce moment-là, la Russie a compris qu'elle rentrait à nouveau dans l'ère d'être, entre guillemets, perçue par l'Occident comme son ennemi et plus du tout comme un partenaire possible. Alors la Russie a continué à respecter tous ses engagements, y compris dans la vente d'hydrocarbures et de gaz. Les choses ont vraiment changé fortement à partir de l'opération spéciale, mais surtout avec la destruction de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et heureusement, la Russie a réussi à trouver des nouveaux partenaires fiables, en particulier la Chine, et également l'Inde. Donc aujourd'hui, l'économie russe fonctionne très bien parce qu'elle peut vendre ses matières premières, que ce soit les matières premières agricoles, beaucoup vers l'Afrique, mais également vers le monde entier d'une façon générale, et ses hydrocarbures vers ce qu'on pourrait appeler les BRICS. Mais en passant par les BRICS, ça revient vers les clients originaux. C'est-à-dire qu'un pays comme la France n'a jamais commandé autant de gaz qu'actuellement à la Russie. Donc, la Russie reste un pays qui gagne une très très grande partie de son argent avec les hydrocarbures, mais c'est également mis en mode économie de guerre véritablement depuis 2022 de façon très officielle. Et on sait que l'économie de guerre est une économie qui est créatrice malheureusement de valeur ajoutée pour les États. Donc pour la Russie, c'était à son corps défendant, alors qu'on voit bien que les pays européens considèrent que la guerre est le moyen de faire oublier leur incurie dans la gestion de leur propre pays. Donc ça c'est l'explication de la situation de la croissance en Russie. Et un point peut-être très important sur lequel il faut insister, c'est que contrairement à ce qui se passe en Occident et principalement aux États-Unis, la croissance ou en tout cas le produit intérieur brut de la Russie n'est pas lié à des prestations de services, c'est-à-dire à des banquiers ou à des avocats qui ont des salaires délirants, des coûts délirants et qui font monter très artificiellement l'apparence de niveau économique du pays. C'est-à-dire c'est une véritable bulle. Alors que l'économie russe, elle repose sur le secteur primaire, sur le secteur secondaire, qui ne sont pas du tout des secteurs de bulles, qui sont des secteurs extrêmement stables. Donc la croissance russe, non seulement elle est forte, mais c'est une croissance sereine par rapport à une croissance tertiaire comme dans les pays dits de l'Ouest ou de l'Occident, qui peut à tout moment s'effondrer complètement. Et on voit bien d'ailleurs avec la bulle de la dette américaine qui est de 37 000 milliards de dollars, c'est-à-dire juste le paiement de la dette, puisque les taux d'intérêt restent forts aux États-Unis, c'est le PIB de très grands pays du monde, quoi. On est dans un délire total. Alors Vladimir Poutine a également affirmé que la part des BRICS dans l'économie mondiale va inévitablement augmenter. Pourquoi et sur quels facteurs le président russe se base? Alors, les BRICS sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et donc on a et l'Afrique du Sud. Depuis, il y a d'autres membres qui ont rejoint, dont l'Iran et un certain nombre de pays, l'Éthiopie, etc. J'ai plus la liste en tête parce que l'Indonésie vient de rejoindre, mais l'Arabie Saoudite, c'est pas sûr. L'Argentine avait rejoindre, mais c'est pas sûr. Donc il y a une vraie lutte pour éviter qu'un maximum de pays rejoignent. Je sais que le Vietnam aussi vient de demander son adhésion et je crois qu'elle a été acceptée comme membre au sein des BRICS. Donc les BRICS recouvrent maintenant les économies les plus importantes du monde.
c'est-à-dire le plus grand pays producteur du monde et producteur de terres rares, mais producteur de tout ce qui est technologie, c'est la Chine. Le pays le plus producteur de matières premières au monde, qu'elles soient agricoles et hydrocarbures, c'est la Russie. Mais donc il y a l'Inde, il y a le Brésil qui sont deux pays avec une très forte croissance, de fortes populations et qui sont leaders de leur zone géographique ou de leur continent pour le Brésil. Donc on voit bien que les BRICS ont le vent en poupe et surtout ils essaient de se structurer autour d'un système financier sain. Et là, en marge du sommet économique en Russie, Vladimir Poutine était avec Dilma Rousseff, qui est la présidente de la banque des BRICS, et le nombre de projets qui sont financés par cette banque est complètement énorme et elle ne fonctionne pas du tout sur le modèle esclavagiste entre guillemets de la Banque mondiale. Elle fonctionne vraiment dans l'intérêt des emprunteurs, mais en respectant l'argent qui est prêté. Mais le focus, c'est vraiment de profiter, que ça profite à l'économie des pays qui empruntent. Alors que jusqu'à présent, le système de la Banque mondiale, c'était un système de captation qui ne profitait qu'aux financiers, puisqu'en fait, tout le monde contre lequel se mettent les BRICS, c'est un monde qui est dominé complètement par la finance extraterritoriale, alors que les BRICS veulent non pas avoir une monnaie hégémonique comme l'est le dollar, mais veulent que chaque pays puisse être souverain avec sa monnaie et avec la manière avec laquelle il s'endette et avec la manière avec laquelle il dépense l'argent qu'il emprunte. Et ça, c'est une vraie nouveauté, c'est une vraie révolution. Et en réalité, c'est un des aspects des guerres, que ce soit la guerre en Ukraine et la guerre en Iran, puisque un de ces aspects, c'est d'empêcher les pays des BRICS d'atteindre les marchés que sont les marchés européens, puisqu'en fait, les États-Unis, d'un seul coup, se retrouvent isolés dans leur continent, avec l'Eurasie qui est connectée de façon saine. Donc oui, les BRICS ont vocation à grandir inexorablement et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a ces guerres, qui est une raison géopolitique, économique, mais également, et comme on va s'en rendre compte de plus en plus, eschatologique. Vladimir Poutine a déclaré qu'il est nécessaire de bâtir un nouveau modèle de développement mondial libre des principes de néocolonialisme et de Golden Babylon. Avec quels acteurs compte-t-il y parvenir et surtout, comment entend-il libérer le monde du néocolonialisme plus particulièrement ? Alors, on sent très bien que les BRICS, c'est pas du tout un ensemble uniforme. Et ça, c'est déjà intéressant puisque, en fait, c'est pas un ensemble de semblables, c'est un ensemble de pays qui ont une ambition par rapport à leur pays propre et qui ont des agendas éventuellement différents sur un certain nombre de questions. On a vu, par exemple, que sur ce qui s'est passé à Gaza et ce qui se passe encore à Gaza, l'Inde a pris une position très différente, par exemple, de la position russe ou de la position chinoise. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait refroidi, entre guillemets, l'Algérie à l'idée de rejoindre les BRICS. Mais ce qui est certain, c'est que justement pour lutter contre l'hégémonie, pour un monde globalisé comme veulent les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, eh bien, il faut ne pas vouloir faire la même chose au sein du groupe. Et c'est là où est tout l'intérêt du partenariat très très fort et structurant au sein des BRICS entre la Chine et la Russie, parce que ces deux pays sont véritablement des forces tranquilles et donc ils s'engagent dans un projet qui a véritablement des visées altruistes, c'est-à-dire qu'ils veulent faire comprendre et ils veulent partager avec les pays qui les rejoignent la vision du danger du monde tel qu'il était en train d'aller. Ils réussissent à faire comprendre au fur et à mesure des réunions des BRICS pourquoi les États-Unis ont lancé cette opération spéciale. Bon, aujourd'hui, on voit bien que Vladimir Poutine est tout à fait désolé de ce qui a été finalement l'attitude très naïve de l'Iran au cours des 10 derniers mois, depuis l'assassinat
ou la mort de Raisi dans un accident d'hélicoptère, puisque l'Iran avait refusé la main tendue de la Russie pour créer un parapluie militaire. Et donc ça a été une grosse surprise, puisqu'on a découvert au moment de l'attaque traître d'Israël contre l'Iran, qu'en fait il n'y avait pas un tel accord, que l'accord avait été proposé, mais que le nouveau président iranien, qui était en charge des négociations, avait réussi à convaincre l'Iran que finalement quelque chose que Raisi avait plutôt envie de faire. Enfin, Raisi avait envie de faire deux choses. En fait, il avait envie d'unir à la Perse les pays arabes, qu'ils soient chiites ou sunnites, et également les pays du Maghreb, mais également d'avoir des relations très très fortes avec à la fois le Pakistan voisin, mais également la Russie. Et cette stratégie a été complètement abandonnée par la nouvelle présidence qui a laissé tomber le Hezbollah, qui a laissé tomber la Syrie et qui n'a pas voulu l'aide de la Russie. Et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, l'Iran n'a jamais imaginé sérieusement qu'il pouvait être attaqué. Et donc, ils n'ont pas pris toutes les mesures pour protéger leur chef d'état-major, etc. Et on voit ce qui est en train de se passer, puisque même si les envois de missiles sont très... rassurent les fans, entre guillemets, du monde multipolaire en Europe ou aux États-Unis, c'est pas ça qui va faire gagner ou qui va inverser la tendance de la guerre. Donc je pense que les pays qui veulent éviter cette situation, les pays arabes, devraient écouter très très rapidement ce qu'ont à leur dire les Russes et les Chinois. Je vais terminer par une dernière question pour Vladimir Poutine. Les drones bon marché sont devenus un moyen efficace de détruire des équipements coûteux. Il a ajouté que l'industrie de défense a boosté sa production et fabrique de nouveaux types d'armes et d'équipements. Comment concrètement les technologies russes ont pu faire la différence dans l'opération militaire spéciale en Ukraine ? Alors, il y a deux aspects, en fait. Je pense que les technologies russes les plus efficaces, celles qui sont les plus redoutables et les plus redoutées, sont des technologies de brouillage et des technologies de vitesse, avec des missiles ultra rapides. Et on a vu tellement rapides qu'ils arrivent sur les cibles et il n'y a aucun moyen de les arrêter. Ils ont, les Russes, également des technologies pour arrêter les missiles. Donc, ils sont les seuls à avoir une technologie qui permet d'arrêter leurs missiles les plus rapides. Mais effectivement, dans le domaine des drones, si la Russie, au début, a pas pris le train aussi vite que d'autres pays, comme l'Iran, qui avait beaucoup préparé les drones, parce que c'était une arme efficace à l'époque où ils avaient encore des liens très forts avec le Hezbollah et la Syrie, donc qui étaient frontaliers d'Israël, qui est entre guillemets l'ennemi de l'Iran. La Russie, pareil, n'avait pas prévu en fait la guerre des drones, mais effectivement, ils ont très très vite rattrapé le retard et surtout, ils ont considérablement fait évoluer les modèles de drones qui avaient été développés dans d'autres pays. Et donc, quand on voit l'évolution des drones repris en main par la Russie, ils incluent toutes les technologies connues des Russes, c'est-à-dire ils ont des moteurs plus rapides et surtout, ils ont des outils de pilotage avec intelligence artificielle et des outils de brouillage qui sont qui sont considérables parce que effectivement, ce sont des drones qui restent très peu coûteux, qui coûtent quelques centaines ou quelques milliers d'euros, mais qui ont quasiment des caractéristiques d'avions. En fait, si on compare avec les avions zéro japonais qui étaient des avions suicides, sauf que là, il n'y a pas besoin de pilote. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que la Chine est en train de faire aussi en termes de drones, puisque la Chine crée quasiment des porte-avions de drones. Donc je suis impatient de voir ce que la Russie va faire dans ce domaine, c'est-à-dire des grands drones qui larguent des drones et qui ensuite peuvent revenir vers le drone d'origine pour recharger entre guillemets les batteries. Donc on est vraiment dans une période qui est
est tristement fascinante en termes d'évolution des lois de la guerre et d'évolution des lois, des armes de la guerre. Et la Russie, encore une fois, prend une longueur d'avance considérable, puisque cette longue opération spéciale ou guerre non désirée, évidemment, avec l'Ukraine, prépare la Russie à une guerre qui semble de plus en plus inévitable avec les pays de l'OTAN. Nous venons d'entendre à l'instant sur Spoutnik Afrique l'analyste français Bertrand Scholler. Il est revenu sur les déclarations clés prononcées par Vladimir Poutine à l'occasion de la séance plénière du Forum économique de Saint-Pétersbourg.